Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et voilà, c'est parti pour nos débats, 10h30 midi. Mettez-vous d'accord, nous allons parler de politique française ce matin avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est mis en mode olympique tout simplement et qui nous demande une trêve. Il nous demande à tous de réaliser ou de respecter une trêve. Est-ce que c'est bien sérieux ? C'est peut-être la question qu'on va poser à nos débatteurs ce matin, que je vous présente. Rani Slimane, bonjour. Bonjour. On vous connaît, vous êtes proche du nouveau Front Populaire, on peut le dire, carrément. Ouais. Rani Slimane, militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire et ancien collaborateur d'un député LFI. Ouais, j'ai eu cette chance pendant 2 ans à la Commission des Finances. À la Commission des Finances. Frédéric Fougera, alors vous êtes communicant, vous aimez pas qu'on vous mette des étiquettes, hein, vous m'avez dit hors antenne à l'instant, j'aime pas que tu me mettes une étiquette. Président de Tenkan, Paris, vous êtes le patron d'une agence de communication et auteur de l'anthologie de la com aux éditions Bréal Studyrama. Avec nous en duplex, bonjour monsieur le maire, Jacques Millard, vous êtes... Salut les fraternités. Maire de la très jolie Maison Laffitte en région parisienne. On rappelle que vous avez été candidat à la députation aux législatives LR-RN, ciotiste aux dernières législatives, et vous êtes auteur de Bye Bye Démocratie chez Lafon. Et avec nous, Baptiste... Et le combat continue. Et le combat, vous allez devoir au moins combattre avec, en termes rhétoriques bien sûr, et dialectiques avec vos camarades ici présent dans le studio. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtus, notamment de communication politique, ancien directeur de campagne de Cédric Villani, mais à l'époque où il était encore macroniste, Cédric Villani, quand il était candidat à la mairie de Paris. Quand il a effectué SAMU. Oui. Bonjour alors, Thierry. Bonjour Baptiste. Alors on va commencer avec vous. Votre coup de cœur ou coup de gueule, de quoi s'agit-il, Baptiste Fournier? C'est un peu un mélange des deux. On n'arrête pas de râler en France. On est dans une phase un peu décliniste et on l'a vu à l'occasion des élections. Or, on va recevoir et on va accueillir le plus grand événement planétaire avec certainement une cérémonie d'ouverture qui risque de marquer les esprits, puisque pour la première fois, elle est prévue en dehors d'un stade et donc en plein air sur les bords de la Seine avec l'ensemble des monuments. Et donc ça, c'est pour, entre guillemets, le coup de cœur, coup de gueule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait une trêve olympique forcément sur la politique, étant donné que le président de la République, et on y reviendra, a lui-même créé les conditions de cette situation chaotique. Néanmoins, je pense qu'on doit... vous êtes paradoxal, parce que vous êtes en train de nous dire arrêtez de râler, arrêtez de vous lamenter, les Français, mais en même temps, vous êtes hostile à la trêve que demande le président. C'est il demande la même chose que vous. Je pense qu'on peut être unitaire sur le soutien qu'on fait à nos athlètes aux Jeux Olympiques, tout en continuant bien entendu à créer les conditions de la dispute politique. Les deux ne sont pas incompatibles. Donc dit Baptiste Fournier, il nous dit arrêtons de nous lamenter. Jacques Millard, qu'est-ce que vous pensez de cette interpellation? Vous êtes d'accord? Vous savez, j'ai toujours dit que je n'inscris pas à l'aune de mes espérances les malheurs de mon pays. Et en l'occurrence, effectivement, les Jeux Olympiques sont un événement majeur. Et bien évidemment, je souhaite que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'emmerdement. Cela étant, je tiens à dire que appeler simplement à une trêve, c'est un peu court. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent que ça se passe peut-être pas très bien. Deuxièmement, on n'est jamais à l'abri, bien sûr, d'un fou. Ça peut arriver. Et troisièmement, il est évident que si on veut avoir la paix dans ce pays, eh bien, il faut engager une autre politique. Et j'attends à ce propos Macron-Jupiter, parce que je pense que ce soir, on va avoir droit à un pathos à nouveau. On va y revenir, on va y revenir en effet, parce que ça mérite qu'on s'y attarde. Ouais, là j'étais sur la réaction à la demande en quelque sorte de ne pas se lamenter de Baptiste Fournier à propos des JO. Quel est votre avis, Frédéric Fougera, sur cette idée qu'il faut qu'on arrête de râler à propos des JO? Je dis ça alors que dans la demi-heure précédente, on a fait tout un sujet sur la menace terroriste sur les JO. Vous voyez, donc on n'est pas à l'abri de contradictions à l'antenne même. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai suggéré qu'on arrête de faire du géobashing et qu'on fasse plus tard, après, les comptes, le bilan, ce qui s'est bien passé, ce qui a été promis, ce qui a été livré. Maintenant, quant à la proposition du président de la République de faire une trêve, j'y suis totalement favorable. Malheureusement, il propose de faire une trêve, mais il prendra la parole ce soir, donc lui-même ne la respecte pas. Donc ça c'est regrettable. Mais j'espère que les
politique et surtout les politiciens français seront plutôt à la hauteur de l'image de la France. Mais j'ai peur que quelques minables puissent venir un peu gâcher la fête. Mais je ne le souhaite pas. Je le souhaite pour personne. Je cherchais mon Macron compatible parmi vous quatre ce matin. Je viens de le trouver quand même. Au moins sur la proposition de trêve initiale, même si après... mais j'ai dit qu'il ne respectait pas lui-même. Donc bien sûr. Je vous cherche, je vous taquine. Oui, mais je suis là. Non, il n'est pas là, le Macron compatible. C'est pas la peine d'essayer. Je me tourne vers Rani Slimane qui me dit il n'est pas là le Macron compatible. Ça, d'accord, j'ai compris. Bon, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Frédéric Fougera, de Baptiste Fournier? Il faut éviter de taper sur les JO un peu gratuitement. Alors, plusieurs choses. Ceux qui très souvent expliquent qu'il faut arrêter le JO bashing et qu'il faut être respectueux de ce qui va arriver sont souvent ceux qui ridiculisent eux-mêmes les JO. Enfin, entre la ministre qui se vautre dans la Seine, entre les problèmes d'organisation. Il y a pas que la ministre qui se vautrait dans la Seine, si je peux me permettre. Il y a une de vos copines aussi, Hidalgo. Hein. Oh, copine, ça dépend des jours. Hein. Et en tout cas, Hidalgo qui a été la première à faire du JO-bashing en critiquant les transports. Et il a dit qu'on serait pas prêt. Le problème qu'il y a également donc, dans l'organisation où les Parisiens sont enfermés et les touristes, on a vu des scènes horribles de gens dans des grillages en train de déjeuner, ce qui est quand même assez incroyable d'organiser un tel événement de cette manière. Et en plus de cela, on a des conditions sociales qui ne sont pas réunies et il faut le dire. Et moi, je suis désolé, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire. Et surtout quand ça concerne les premiers concernés, à savoir ceux qui font les JO. Il y a des conditions sociales qui sont depuis très longtemps décriées par les organisations syndicales. Les danseurs qui vont faire l'ouverture ont menacé de grève et c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est un ancien danseur qui vous en parle. C'est que très souvent dans ces grands événements, les gens qui font que cet événement est magique et donnent un côté de respiration pour toute la population, sont eux-mêmes les plus maltraités, que ce soit dans leurs conditions de travail, leur rémunération. Et moi, je soutiens donc ces danseurs, qui sont mes camarades, mes anciens camarades, dans leur mouvement, et j'espère qu'effectivement... Mais pourquoi ils sont maltraités ? Vous confirmez qu'il y a eu hier, pendant le filage, un des filages de la cérémonie d'ouverture, une partie des danseurs qui a refusé de danser et qui a levé le poing. Ouais. Mais pour dire quoi ? Je ne sais pas si vous connaissez la condition des intermittents du spectacle en France, mais c'est même pas que eux. Ouais. Depuis que Macron est là, et même un petit peu avant, on voit que tout le monde se paupérise, tous les travailleurs se paupérisent, que ce soit les danseurs artistes, mais pas que, les bouchers, les instituteurs, tout le monde perd de l'argent. Les intermittents du spectacle, ils n'ont pas le même statut que les bouchers ou les instituteurs. Oui, ils font partie des gens dont le statut a été le plus attaqué ces dernières années. Alors qu'on a quand même un consensus dans notre classe politique et dans la société pour dire qu'on a besoin d'art pour se nourrir, pour tout simplement avoir une société civilisée. Et on maltraite ceux qui font cet art, et moi j'en suis très très courroucé. Frédéric Fougera. Pour aller dans le sens presque de Rani, ou en tout cas sur une grosse partie de ce qu'il dit, je trouve que lever le poing, faire le show avant et menacer la cérémonie, ça je trouve ça minable. Mais je trouve que la question, elle est bien au-delà de la question des intermittents du spectacle. Elle est de la question de tous ces gens que l'on appelle des bénévoles et qui en fait ne sont rien d'autre que des emplois déguisés. On en l'a évoqué la semaine dernière, justement avec Rani ici, tout le fric qui tourne autour des Jeux Olympiques, c'est énorme. Moi, j'ai rien contre ce sujet, mais alors à ce moment-là, le gâteau doit être honnêtement et raisonnablement partagé entre tous. Et comment une fédération et comment on peut faire autant d'argent autour des Jeux, mais avoir autant de bénévoles, donc d'emplois déguisés, qui ne sont pas payés pour faire les chauffeurs, pour faire la sécurité, pour faire le show. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Mais Thomas Joly, le metteur en scène de cette cérémonie, c'est un intello de gauche. Il fait attention au statut et au financement de ses danseurs. Il y a fait attention. On a choisi un homme de gauche exprès. Moi, je ne sais pas si c'est la responsabilité de Monsieur Joly. Je ne connais pas l'organisation interne des Jeux Olympiques. Mais par contre, il y a une chose que je sais, c'est que le CIO, c'est pas la première fois que dans des Jeux Olympiques, ils sont épinglés pour des manquements graves au droit du travail, ne serait-ce que dans des pays où le droit du travail est moins disant que le nôtre. Ouais. Donc, il y a un moment, en fait, il faut se poser la question de ces entités qui sont supranationales. Je pense aussi à la FIFA, je pense à toutes ces entités supranationales qui sont très opaques, qui gèrent des milliards et qui d'ailleurs font souvent des chantages aux États
pour l'organisation de ces Jeux. Et moi, je pense qu'il faut vraiment se poser des vraies questions sur ça. Il vous a pas un peu taclé, la Baptiste Fournier, votre copain de gauche, Rani Slimane, en disant que ceux qui demandent qu'on arrête le géobashing sont les premiers parfois à le critiquer? Je pensais pas à lui. Oui, je sais bien, mais ça doit pas du tout empêcher de regarder les choses objectivement et d'avoir une analyse avant ou après l'organisation de l'événement en tant que tel. Je n'appelle juste, entre guillemets, une forme de concorde nationale en le moment. Comme le disait Frédéric Fougera, la surveillance dans les stades va être faite par une forme de bénévolat. C'est de l'emploi déguisé. Les dérives du CIO, de la FIFA et d'autres organisations supranationales qui sont des ONG, c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui. Mais néanmoins, on peut quand même se rassurer sur certaines choses et par rapport à une forme de savoir-faire français dans l'accueil des grands événements internationaux. Aujourd'hui, on a des JO qui sont délivrés à l'heure en termes d'infrastructure, en termes organisationnels. Or, ils se sont faits dans un moment extrêmement particulier, Covid, fermeture des ports, pénurie de matériaux. Dans ce cadre-là, on peut se dire quand même qu'à un moment donné, on peut se regarder dans une glace avec un peu de fierté, puisqu'on est encore une nation qui compte parmi les concerts. La France a réussi à mettre sur pied les infrastructures. Jacques, vous êtes pas d'accord? Ça veut dire, je termine juste là-dessus. Ensuite, il y a 3 semaines d'événements. On sait les risques auxquels on doit faire face pendant ces 3 semaines d'événements. Il ne faut pas oublier les Paralympiques. J'en dis pas les Paralympiques, mais il y aura une pause entre les deux. Il y a 2 semaines de pause. Je voudrais dire que... Jacques Miard vous répond. Baptiste, Jacques Miard vous répond. Oui, je voudrais dire que la FIFA, que le comité olympique soit au-dessus de tout soupçon. Moi, je n'irai pas jusque-là, c'est bien évident. Oui. Parce que on a vu dans le passé qu'il y avait un certain nombre de magouilles. Bon, mais Jacques, vous êtes fier qu'on ait réussi aussi à délivrer à temps les infrastructures. Non, vous n'êtes pas fier de ça. Je vais vous dire, on fera des comptes après. On fera des comptes après. Parce que quand on voit par exemple que les installations équestres qui ont lieu à Versailles, au château de Versailles, vont coûter 80 millions d'euros et qu'elles seront détruites parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec la ville de Versailles et que le président voulait qu'on voit le château derrière, je trouve que ça, c'est un peu fort de café. Parce que balancer à la poubelle 80 millions d'euros, bravo, les contribuables français seront très satisfaits. On sent la satisfaction du maire de Maisons-Laffitte, où il y a du cheval. Je vous l'ai dit, je souhaite que ça se passe bien, mais il y a parfois un peu, je dirais, il faut pas non plus rêver et il faut garder les pieds sur terre. Donc on fera les comptes après, je souhaite que ça se passe bien, mais il ne faut pas non plus se tromper et les comptes viendront. Eh ben, on se retrouve dans un instant avec vous quatre, nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord pour voir si vous êtes par exemple sur la même ligne. Avec le coup de gueule de Rani Slimane dans un instant, on va parler ruralité et banlieue. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et avec nos 4 débatteurs pour Mettez-vous d'accord, Jacques Miard qui est en direct de Maisons-Laffitte, sa ville, puisqu'il est le maire de Maisons-Laffitte, la ville du cheval. On l'entendait à l'instant râler un peu sur les installations équestres à propos du château de Versailles pour les JO, qui aurait pu peut-être être à Maisons-Laffitte ou à Longchamp, qui sait, pourquoi pas, ou ailleurs à Chantilly. Vous êtes LR RN ciotiste aux dernières législatives, vous étiez candidat et vous êtes l'auteur, Jacques Miard, de Bye Bye Démocratie. Baptiste Fournier est avec nous, président et fondateur de l'agence de communication Virtus. Il a travaillé avec Cédric Villani au moment où Cédric Villani était candidat à la mairie de Paris et encore macroniste. Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication, auteur de l'anthologie de la com aux éditions Bréal, et Rani Slimane, proche du nouveau Front populaire, militant en quartier populaire à Montpellier, ancien assistant parlementaire d'un député LFI dans la législature précédente. Alors, Sébastien Rome, on peut le dire. Sébastien Rome, très bien. Qui était à la commission des finances. Alors, Rani, dites-nous, quelle est votre réaction ce matin? J'ose plus poser la question en termes de coup de gueule et de coup de cœur. Là, c'est un vrai coup de gueule. En fait, moi, je voulais revenir sur les politiques, souvent locales, mais aussi nationales, qui conduisent à... Les élus. Les politiques conduisent les élus, oui. Okay. Bon, les élus en tant que personne, mais surtout les politiques qu'ils font, et qui conduisent à aggraver la fracture territoriale dans notre pays, que ça soit à quoi, du centre-ville aux banlieues ou des centres-villes dans les ruralités. Moi, je pense par exemple dans ma ville à Montpellier. Le maire de Montpellier, le maire PS Delafosse, Mickaël Delafosse, a décidé de rendre les transports gratuits à Montpellier.
Ok, tout le monde c'est plutôt sympa, tout le monde est d'accord, c'est discutable parce que certains considèrent que c'est de la démagogie, mais en même temps... Et on s'est rendu compte qu'effectivement, rapidement, c'est devenu de la démagogie parce que, en plus de faire la gratuité des transports, on a, pour les Montpelliérains, dégradé la qualité de l'offre. Les attentes de tram sont interminables, la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Mais pire que cela... C'est un homme de gauche qui le dit, hein. Oui, bien sûr. Moi, je considère que le service public doit briller par sa qualité. Et c'est ça qui devient intéressant de concurrencer le service privé. Et alors, où est le problème alors dans la gratuité faite à Montpellier ? Très récemment, on a décidé d'augmenter les prix des tickets pour les non-métropolitains à Montpellier. Et ça vaut pour le coup pour pas mal de services publics. Et cette décision est symptomatique de la fracture sociale, la fracture territoriale qui augmente dans notre pays. Et on peut pas s'étonner après qu'il y ait des gens qui basculent dans un vote dans lequel naturellement ils y seraient pas allés. Surtout nous dans le Midi, l'ancien Midi rouge, on se retrouve avec un Midi brun. Et ah oui, on a beaucoup voté Rassemblement National chez vous à Montpellier. Tout à fait. Enfin, autour de Montpellier, aussi dans une partie de Montpellier. Et vous dites que c'est lié au fait que par exemple, on permet plus aux gens de la périphérie de venir au centre-ville à Montpellier. Et pareil pour les gens qui vivent en banlieue, qui nous par exemple à Montpellier, on se retrouve avec en plein été des piscines. Et à Montpellier, c'est pas Paris. En ce moment, il fait super chaud. Vous allez avoir des piscines qui sont fermées. Vous allez avoir une augmentation des prix des piscines, des médiathèques. En fait, on cogne les gens qui n'ont... Et c'est quand même incroyable, les gens qui ne vivent pas au centre-ville avec un fort pouvoir d'achat, ils se font matraquer. Est-ce qu'il n'est pas légitime, je fais de la provoque, et puis on va poser la question à Jacques Miard, puisqu'il est maire, mais est-ce qu'il n'est pas légitime qu'un élu défende d'abord ses propres administrés, qui sont les premiers destinataires, bénéficiaires et financeurs d'une infrastructure de culture ou de sport ? C'est une très bonne question, et ça appelle une réponse claire. Le phénomène de métropolisation, donc ce qu'on appelle la concentration des richesses dans les grands centres-villes, justement, dessert à terme les habitants eux-mêmes des centres-villes. Je viens de vous expliquer, par exemple, cette gratuité des transports qui fait qu'à Montpellier, moi, mon tramway, je l'attendais tous les 4 minutes. Maintenant, je l'attends presque tous les 10 minutes. Voire, et l'été encore plus, et voire 15 minutes. Et le soir, j'en parle même pas. Ça fait qu'on a une dégradation de service public pour les habitants même du centre-ville. Et vous vous retrouvez avec des gens en dehors des villes. Et d'ailleurs, les premiers qui ont subi ça, c'est vous, les Parisiens, avec Madame Hidalgo, qui a fermé Paris à sa banlieue, alors qu'on sait très bien que la richesse de Paris, c'est les banlieusards qui l'a créée, comme nous à Montpellier, ceux qui créent la richesse, et d'ailleurs la réserve de richesse en termes de tourisme, en termes d'agriculture, elle se trouve en dehors des villes. Donc il va falloir se poser une vraie question, et là je pense que c'est pas une question vraiment de gauche ou de droite, c'est une question de bon sens, de comment on est en capacité de rééquilibrer ça et arrêter de faire crever les gens qui ne touchent pas 4000 balles par mois et qui vivent dans un centre-ville d'une grande métropole. Qu'est-ce qu'en dit le maire que vous êtes, Jacques Miard, de cette... Alors, je vais être très direct. Le camarade Slimane pose mal le problème. La gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et donc, dans la démagogie de rendre un certain nombre de transports gratuits, eh bien, il est clair qu'il y a ensuite une dégradation et qu'on essaye de récupérer du fric ailleurs. Et donc, c'est ça qui est en cause. Et donc, moi, je suis d'accord avec lui dans le fait qu'il y a, on le voit à Paris, Madame Hidalgo interdite de séjour à Maison Lafitte, d'ailleurs, avec l'aubaine que j'ai faite. Vous avez le pouvoir de décréter Hidalgo interdite de séjour chez vous. Non seulement j'ai le pouvoir, mais je peux vous dire que j'étais député à l'époque et tous mes petits camarades socialistes étaient hilars lorsqu'ils ont vu ça, pour la bonne et simple raison qu'elle se fout de la gueule du monde. Parce que effectivement, vouloir interdire un certain nombre d'accès des banlieusards à Paris, alors que c'est la banlieue qui fait vivre Paris. C'est la banlieue qui fait vivre Paris, c'est absolument inadmissible. Ouais. Mais ce qu'il faut faire, c'est que les services publics, effectivement, moi dans ma ville, je ne fais pas la différence quand il y a quelqu'un qui va à la piscine entre l'origine. Pour moi, le problème, c'est qu'il faut que les services publics fonctionnent et que ceux qui prétendent qu'il faut les rendre gratuits sont des imbéciles, parce que il est clair qu'on ne peut pas faire les choses gratuitement. On est en charge d'un service public et on doit assumer les coûts. Ouais. Par contre, Monsieur Maillard, il faut expliquer à vos alliés du Front National que la préférence nationale, justement, ne doit pas s'appliquer. Il n'y a pas de Front National, et mettons un peu à jour. Moi, je suis vintage. Moi, j'appelle ça le Front National. Non, c'est pas vintage. Mais c'était quoi l'argument de fond? Plus sérieux. Tu es décalé, camarade. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important, moi, pour la gratuité. C'était quoi l'argument de fond que vous évoquiez à propos du Rassemblement National? Non, parce que je sais que M. Maillard, il vient d'expliquer. Moi, je lui en donne crédit, j'en suis certain.
certains qui ne fait pas qui ne fait pas, c'est pas le même, qui ne fait pas la différence entre les gens qui accèdent aux services publics. Je souligne juste que les alliés de M. Ciotti, eux, veulent le faire avec la question de la préférence nationale et qui veulent introduire en droit. On est repassé dans un débat complètement politique qui n'est pas de la nature c'est très important. Mais ça n'a rien à voir. Et par contre, aussi, ce que je voulais rajouter sur la gratuité, pour revenir sur ça, moi, j'ai pas de problème avec la gratuité. Bien évidemment, la gratuité, elle est financée. Il n'y a pas de gratuité innée. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse accéder à un service public sans débourser quoi que ce soit, moi, je suis pour l'extension de la gratuité. J'ai pas de problème. Mais par contre, la gratuité ne doit jamais se faire au détriment de la qualité. De la qualité du service public. Et à Montpellier, on peut le dire, le tramway, c'est gratuit, oui, mais c'est pourri. Ah oui, donc c'est quand même une critique. Là, tu as gagné. C'est une critique. Il y a un moment, tu devrais prendre conscience des réalités, camarades. Alors, Baptiste Fournier, Frédéric Fougerat, je les vois bien les réalités. Au fond, ils sont assez d'accord tous les deux. C'est ça le comble. C'est que. Et moi, je suis d'accord avec les deux d'ailleurs. Mettez-vous d'accord. C'est pas de chance. On va pas se taper dessus aujourd'hui. Mais j'ai essayé pourtant. Moi, j'ai eu la chance de débuter ma vie professionnelle en dirigeant des cabinets d'élus en collectivité territoriale, et c'est un sujet qui revient tout le temps, la question en fait du juste prix, au-delà de la question de la gratuité, mais la question du juste prix. Je suis d'accord sur le fait que la gratuité, ça n'existe pas, et c'est plutôt un mensonge démagogique. D'ailleurs, vous noterez que en campagne électorale, on annonce beaucoup de choses vont être gratuites, puis après, il y en a beaucoup moins qui le sont. Mais ce que nous dit Rani Slimane surtout, c'est que cette gratuité, elle s'est retournée contre les usagers eux-mêmes. Mais souvent, finalement, le service se dégrade quand il est gratuit parce qu'au final, il y a moins d'argent pour financer un service. Donc, finalement, on abîme le service. On peut prendre l'exemple de Paris, et je ne tape sur personne. En plus, ce n'est pas elle la responsable. Mais par exemple, des Sanisettes, toutes les toilettes publiques. Un jour, il a été décrété que Decaux gagnait trop d'argent avec les toilettes publiques. Donc, on a décidé de changer le contrat. Enfin, un renouvellement de contrat, il a été changé. Et du coup, je sais pas si on a viré 40, 50, 60% des toilettes publiques. Pour qu'elle soit gratuite, mais résultat, il y a moins de services. Et là, quand je parle de la question du juste prix, moi je suis un partisan du quotient familial. Ça fonctionne très bien pour les cantines, ça fonctionne très bien pour les loisirs. Tout le monde paye un peu, tout le monde paye en fonction de ses revenus. Ouais. Moi, je me l'appliquerai aux médicaments, par exemple. Je sais que ça fait scandale quand on dit ça. On ouvre un autre débat. Mais quand je sors de chez le médecin et que je vois que mon Doliprane est gratuit, j'estime qu'avec mes revenus, j'ai pas à payer de Doliprane. Et d'ailleurs, je ne donne pas l'ordonnance pour ne pas le payer. Et je trouve que jusqu'à un certain niveau de service, après, quand il s'agit de traiter une grave maladie, un certain nombre de choses, mais je trouverais normal qu'à partir d'un certain niveau, jusqu'à un certain niveau de revenus, il y a un certain nombre de choses que certains payent et d'autres ne payent pas, ou que tout le monde ne paye pas au même prix. Et le juste prix, il est plutôt par rapport aussi aux revenus des personnes, plutôt qu'à une démagogie sur faut payer, c'est gratuit. Bon, mais on s'est assez éloigné tout de même de... L'appellation juste prix est inexacte. L'appellation juste prix est inexacte. Pourquoi ? Vous pouvez avoir effectivement des quotients familiaux, c'est ce que je fais sur la restauration scolaire, qui va de 1 euro jusqu'à ceux qui nous présentent leur imposition et qui payent plein pot, jusqu'à 0,95 ou voilà. Et ça c'est pas une question de juste prix, c'est une question de revenus. Mais c'est une question de justice sociale. C'est une justice sociale en fonction des revenus, je suis d'accord. Mais c'est pas une question de juste prix. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est du verbillage de 19e siècle. Bon, mais alors, moi, je reviens au propos initial de Rani Slimane qui dit il y a une coupure entre les centres-villes et puis les périphéries. Baptiste Fournier. Alors, ça a été le paradoxe pendant de longues années sur les fameuses zones uniques de la RATP, puisque plus on habitait loin, par exemple, sur la ligne du RERB, plus on payait son poste à Vigo très cher. Et en fait, les politiques font face à une sorte d'effet ciseau. Qu'est-ce que l'effet ciseau ? C'est que aujourd'hui, dans les centres-villes, les habitants souhaitent de la piétonisation, d'une part, et donc moins de voitures, moins de mobilité d'une certaine manière pour les gens qui habitent en dehors. Mais du coup, ils rejettent aussi ceux qui sont en périphérie. Sans parler de gentrification, le problème c'est qu'à un moment donné, cette mobilité, elle permet à ces cœurs de ville et à ces cœurs de métropole de vivre, puisque les travailleurs, généralement, en grande partie, viennent de la périphérie. Donc déjà, là, il y a un effet ciseau au sens où la politique manque de cohésion territoriale. Le sujet, c'est que on a eu un phénomène intéressant en France qui était celui de la métropolisation avec certaines réussites. Mais aujourd'hui, que la mairie de Paris, avec l'Île-de-France, ne soit pas, entre guillemets, dans une forme de cohérence par rapport justement à ces politiques de mobilité, je prends là Paris et pas Montpellier, pose un problème. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à passer à la métropolisation de manière réelle et même au suffrage universel direct de cette métropolisation pour que les gens de la périphérie, de ces cœurs de ville,
et la même voix au chapitre que les habitants des centres-villes. On pourrait passer 1h30 complet sur cette question sûre de politique. C'est passionnant. Merci à Rani Silman d'avoir suggéré ce débat que je suis obligé de clore maintenant parce que nous on vit, c'est pas gratuit. Bah oui, on vit avec la publicité notamment et on va la passer. Et puis il y a les infos à 11h. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Vous êtes dans Mettez-vous d'accord sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et nos 4 débatteurs ce matin pour Mettez-vous d'accord sont Rani Slimane, proche du Nouveau Front Populaire, Frédéric Fougera, homme de communication, Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, qui a été candidat LR RN ciotiste aux dernières législatives, et Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtus, et proche de Cédric Villani quand il était macroniste. Alors on continue notre tour des coups de cœur et des coups de gueule. Ça a changé depuis, oui, c'est ça la politique. Frédéric Fougera, alors votre coup de gueule à vous. Un coup de gueule, oui Thierry, je voulais venir sur le même si. Parce que le même si, il envahit le discours politique. Alors c'est pas le en même temps largement moqué du président de la République. Je n'ai d'ailleurs jamais bien compris pourquoi on moquait son en même temps. Parce que est-ce que le en même temps c'est pas l'art du compromis et du consensus? Alors je sais que dans notre société de plus en plus clivée par des radicaux de tout poil ou même de mauvais poil, le consensus c'est presque devenu un gros mot. Mais mon coup de gueule, il va contre le même si. Qui est-ce qui dit même si et pourquoi? Eh ben, je pense que vous allez les trouver tout seul sans que j'ai à les nommer. Ceux qui utilisent le même si, ce sont ceux qui l'utilisent pour de plus en plus justifier la violence. Alors même si c'est mal d'être antisémite, il faut condamner l'antisémitisme structurel, alors que l'antisémitisme contextuel, lui, serait pour certains acceptable. La haine, c'est mal. Même si la haine contre les électeurs qui ne votent pas comme vous, c'est acceptable. La violence, c'est mal. Même si la violence des activistes armés jusqu'au cou est compréhensible, car ils défendent des justes causes. Alors juste, mais pour qui d'ailleurs? Mais apparemment pour ceux qui distribuent les bons points en déclarant la violence qui est inacceptable un jour, mais parfaitement justifiable le lendemain. Pour reprendre les mots de la philosophe... On prend les voix pour se faire élire au bureau de l'Assemblée par le RN, même si on veut pas lui serrer sa main. Par ailleurs, ça marche dans votre système. Vous allez voir, le même si il fonctionne très bien. Quoi. Et je voulais reprendre, juste pour finir, les mots de la philosophe Elisabeth Geffroy, qui dit la violence, elle couvre autant l'intimidation que la torture, l'agressivité que le viol, l'insulte que la barbarie ou le meurtre sauvage. Et c'est pourquoi, face à ces différents visages de la violence, on en vient à ouvrir la porte de la violence acceptable face à celle qui ne le serait pas. Moi je suis désolé, non, la violence n'est jamais acceptable et celles et ceux qui l'affirment ne vous veulent pas du bien. Même si Jacques Miard, qu'est-ce que vous pensez? Même si vous êtes à Maisons-Laffitte, qu'est-ce que Jacques pense de ce coup de gueule du 19e siècle? Il n'a pas tort, parce que énoncer une proposition et je dirais la remettre en cause derrière, c'est un oxymore. C'est-à-dire c'est une contradiction. C'est une impasse. En politique, on ne peut pas justifier la violence, point barre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que si on commence par justifier la violence, il est évident que c'est une dérive qui peut nous mener loin. Le débat politique, c'est un débat d'idées. Point barre. Et donc, dans les exemples que nous donne Frédéric, il a raison. Il a raison. Et donc, il faut débattre de manière, je dirais, posée, sereine. On peut ne pas être d'accord. Pour autant, c'est pas pour aller se casser la gueule dès qu'on a tourné le dos. Mais quelquefois, il y a de la violence verbale aussi, sans être physique. Oui. Je peux vous dire que la violence verbale, elle a toujours fait partie, je dirais, du débat politique. C'est pas pour autant que il y a une frontière à ne pas franchir, une violence débat. Alors bien sûr, si c'est diffamatoire, il y a des tribunaux pour ça. Ouais. Baptiste Fournier, comment vous réagissez au même si? Vous vous sentez concerné par le même si? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Fougera. Par contre, j'ai un petit décalage sur la fin avec Jacques Miard. Je pense que la violence verbale, à un moment donné, au-delà même d'inciter, peut légitimer la violence physique d'une certaine manière. C'est-à-dire que à quoi je pense, à toute l'histoire de la République. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu
dans l'histoire de la République des débats extrêmement polarisés, clivants, violents, généralement, derrière, il y a eu des débouchés de violence physique. C'est pas nouveau. Sous la Troisième, je rappelle que Jean Jaurès fut assassiné. On va pas revenir sur l'affaire Dreyfus, on va pas revenir sur... On va dire que la violence verbale peut engendrer une violence généralement physique. Quand on est dans une société violente de manière générale, elle est exacerbée, cette violence physique, par la parole, dans un premier temps, verbale. Rani Slimane. C'est un sujet très sérieux, très grave. Je pense qu'il faut effectivement prendre avec beaucoup de précaution les expressions de la violence dans notre société. L'expression de la société, comme ça vient d'être dit, a beaucoup évolué. Il y a une superbe exposition en ce moment aux Invalides sur les duels, et à quel point le duel, au cours des temps, a régulé notamment la chose politique. Il y a des vidéos de Léon Blum en train de se battre à l'épée. Alors que c'était interdit depuis Richelieu. C'est interdit avant même. Ça a toujours été interdit, notamment par l'Église catholique, au nom de la paix de Dieu, mais ça a toujours... Mais le pouvoir politique, c'est à peu près Louis XIII, Louis XIV qui l'interdit, je crois. Même avant, ça a toujours plus ou moins été interdit en vrai, mais il y a eu toujours cette régulation de la violence par la violence. On considérait qu'on va utiliser ce phénomène de violence ritualisée pour contenir la violence plus généralisée. C'était ça l'idée. Et petit à petit, on est arrivé jusqu'à refuser justement ces actes même de violence physique, même mineurs. Et on a conscrit ça notamment avec la confrontation, le dissensus politique. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur la violence. Par contre, il y a quelque chose que je ne veux pas faire. Et je vais l'utiliser le même si, moi. Je vais l'utiliser. Comme ça, c'est clair. Oui, voilà. Je suis contre la violence. Par contre, il y a quelque chose sur lequel, moi, je pense qu'il ne faut jamais revenir. C'est sur la nécessité du dissensus politique et exprimé parfois de manière véhémente. Ça ne veut pas dire la condamnation à mort ou l'anathème au point de provoquer la violence contre quelqu'un. Voilà, mais évidemment, c'est condamné par la loi. Qui appelle à manifester, à violenter les Israéliens. Non, c'est faux. Ce que vous dire, c'est une fake news. Non, pas du tout. J'ai vu la vidéo. Il a dit à manifester. Il dit qu'il faut s'adresser. Non, il faut s'opposer. Il faut s'opposer physiquement même contre. C'est dommage que vous débordiez comme ça parce qu'il dit pas ça. Mais moi, je veux pas revenir spécialement sur ça, je veux surtout revenir sur le fait, parce que c'est un sujet important, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur, c'est vraiment sur la question de préserver le dissensus. Le jour où il n'y aura plus de dissensus, le jour où à l'Assemblée nationale, les gens ne crieront plus... C'est pas ce qu'a dit Frédéric Fauchard. Le jour où à l'Assemblée nationale, les gens ne crieront plus et seront pas, même, on va dire... porteront pas une certaine contradiction véhémente verbalement, ce jour-là craignez la République parce qu'elle sera devenue aseptisée et ça sera le début du fascisme. Oui, c'est pas ce que disait Frédéric Fauchard, il n'était pas contre la fin du dissensus. Mais vous justifiez là, Rani, le dissensus comme vous dites, mais comme a fait LFI depuis dans la précédente législature, c'est-à-dire en mettant un bordel et un chaos pas possible. Il peut y avoir dissensus sans véhémence, sans caricature, sans vulgarité, sans insulte, mais bien entendu. L'opposition, quelle qu'elle soit, sa radicalité, pas quelle qu'elle soit, parce que d'ailleurs elle est encadrée par le droit généralement. À un moment donné, la fonction lective oblige aussi à une forme de formalisme. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, certains des débordements, qui ne viennent pas que de la France insoumise. Des débordements qui viennent de l'ensemble des bancs. On l'a vu ces dernières années. Et certains propos même du président de la République qui pouvaient être méprisants à l'égard de la nation française. On a aujourd'hui une obligation de responsabilité quand on est élu vis-à-vis aussi de nos électeurs. C'est assez sympathique d'observer les 50 nuances de gauche. Jaurès n'était pas insultant, Blum n'était pas insultant, et pourtant ils étaient radicaux. Moi je suis contre l'insulte, par contre je suis pour une certaine force dans la parole. Oui, non, mais je crois qu'il ne faut pas, et Baptiste a tort sur un point, il ne faut pas aller chercher malheureusement le cas de Jaurès, voire de Dreyfus. Dreyfus, ça a divisé tous les partis, de droite et de gauche. Et je peux vous dire qu'un jour, j'ai vu à l'Assemblée où Jospin disait que la gauche était dreyfusarde et la droite anti-dreyfusarde, j'ai vu Mazot descendre les travées, arriver jusqu'au Premier ministre et lui dire « Je vais te foutre mon poing dans la gueule ». Voilà. Oui, parce qu'il y avait une partie de la droite, c'était dreyfusarde. Pourtant, c'est une menace. Alors, et ça vous fait rigoler. Il faut arrêter de se lamenter qu'il y ait à l'Assemblée nationale... Alors, il a été arrêté, c'est pas passé à l'acte. Mais il faut pas se tromper. À l'Assemblée, il y a toujours eu, je dirais, des attaques verbales fortes. Mais bien évidemment, dans l'hémicycle seulement.
Et il faut se méfier de reprendre je dirais, les exemples historiques, parce que à ce moment-là, on a quand même légèrement changé d'époque et on a les moyens, je dirais, de s'exprimer sans tomber dans la violence imbécile. Ouais. Vous, Jacques Miard, votre coup de gueule, c'était quoi? Alors, dites-nous, ça va ouvrir le champ. Mon coup de gueule, il est simple. C'est pour dénoncer, je dirais, le règne des faux culs à l'Assemblée. Parce que faire réélire, même si ça a été mon adversaire, Braun-Pivet au perchoir, ça c'est fort de café. Hein. Elle représente la quintessence de l'échec je dirais, de la Macronie. Pour moi, c'est évident. Et donc, quand je vois mes camarades ou mes compagnons se prendre les pieds dans le tapis et jouer les marchandages de seconde zone, je dis là, les camarades et mes chers compagnons, vous déconnez. Et je le tiens à le dénoncer fortement parce que on va dans le mur avec ce genre de choses. Nos concitoyens, nos électeurs n'y comprennent plus rien. Et c'est là où c'est dangereux parce que on est en train effectivement de créer la confusion. Et ce qui va se passer aux prochaines élections, car il y aura des prochaines élections, eh bien, je peux vous dire qu'ils vont en tirer les conséquences et ils vont voter comme ils l'entendent. Quand on bannit, comme ça s'est passé, le RN, alors moi je suis LR, hein, j'ai fait une campagne LR sans mettre justement RN. Et donc il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont et on est en train de servir, je dirais, les RN parce que c'est imbécile que de les avoir bloqués comme ça a été le fait. Alors on reviendra là-dessus et on va poursuivre sur la trêve olympique, la trêve politique demandée à l'occasion des Jeux olympiques par le président de la République qui va parler ce soir sur France 2. On se retrouve tout de suite, c'est Mettez-vous d'accord et c'est sur Sud Radio avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 13h, Thierry Guerrier. Et jusque-là, c'est Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec nos débatteurs, dont Jacques Miard qui nous parlait du bal des faux culs à l'Assemblée il y a quelques instants. Jacques Miard, ancien député, qui a été candidat à LR-RN aux dernières législatives, maire de Maisons-Lafitte. Merci Jacques d'être avec nous en direct. Rani Slimane est avec nous, proche du nouveau Front Populaire. Vous voyez, c'est assez libre et large. L'Assemblée est bien représentée ici au fond. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtus, et Frédéric Fougera, autre communicant, président de Tenkan Paris. Alors, faux cul, disiez-vous, la réalité, parce que vous nous disiez, Jacques, il y a quelques instants, nos électeurs sont perdus. Je voudrais vous livrer à tous un sondage, Odoxa, qui a été publié par le Figaro ce matin, qui montre bien que les Français, écrit le Figaro, sortent groggy complètement. 82% rejettent l'attitude des politiques et regrettent qu'ils ne se mettent pas d'accord pour une coalition. Ils sortent écœurés, les Français, de cette séquence politique. Et là, aujourd'hui, le président de la République, qui va prendre la parole à 20h ce soir, nous dit, lui qui est passé en mode olympique, comme si il s'était rien passé, et ben il nous dit, allez, une petite trêve les enfants, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette demande du président, et qu'est-ce que vous attendez de lui ce soir? Allez Jacques, je commence par vous. Jacques Miard. Écoutez, je veux dire, j'ai presque envie de lui dire, tu as un exemple à suivre, c'est celui de Biden. Hein, voilà. Oh, non, il est, pardonnez-moi, sauf son respect à Biden. Non. Emmanuel Macron n'est pas gâteux. Non. Thierry, il faut savoir que dans l'état actuel des forces politiques à l'Assemblée, il n'y a aucune solution. On va droit à la crise de régime. La seule possibilité pour en sortir, l'élection, je dirais, cardinale, l'élection formatrice et qui commande à tout, c'est l'élection présidentielle. Donc vous dites Macron démission. Mais c'est évident qu'il devra d'ailleurs, à mon avis, la suivre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a un moment, il n'y aura pas de gouvernement en France et que on est coincé. C'est jamais arrivé depuis le début de la cinquième. Alors, il peut à ce moment-là attendre un an et on recommence les élections. On aura sans doute le même résultat. L'élection qui commande tout, c'est l'élection présidentielle. Ouais. Et donc, il y a un moment, s'il ne comprend pas ça, eh bien, il aura tout raté. Mais Jacques, ça se terminera mal. Jacques, aujourd'hui, on voit Laurent Wauquiez se rapprocher de Gabriel Attal, d'une discussion. C'est secondaire. Emmanuel Macron, une coalition, elle peut peut-être exister, cette coalition. Il n'y a pas de majorité dans cette Donc on nous fait croire qu'une coalition est possible. Mais il est clair que même s'il y a une nouvelle dissolution dans les conditions qu'il y a, on risque d'avoir... Il faut en sortir par le haut.
De Gaulle, lorsqu'il a perdu, eh bien, il a perdu et il a démissionné. Ouais. Et donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de possibilité de cohabitation, il n'y a pas de majorité, on va vers une crise de régime. Ouais, Frédéric Fougerat. Mais oui, enfin Jacques, il y a un petit souci. Il y a pas de possibilité de cohabitation peut-être, et on le verra. Mais une élection présidentielle anticipée ne résoudra rien puisqu'il n'y aura pas de législative. Il ne peut pas y avoir de législative avant un an. Donc on gardera la même Assemblée nationale avec les mêmes forces politiques, les mêmes équilibres ou déséquilibres. Mais le nouveau ou la nouvelle présidente de la République sera exactement la même situation que le président de la République aujourd'hui. S'il y a des élections, une élection présidentielle, on repart pour quelque chose de neuf. Mais avec la même Assemblée nationale pendant un an. Non, pas forcément. Bah si. Mais non, parce que là, on en sort par le haut. Pour revenir à la question initiale, si ça vous dérange pas. Allez-y. On a un président de la République qui va s'exprimer ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de Macron ce soir? C'est ça la question. Vous avez raison, Baptiste. J'aimerais qu'il soit garant de l'unité nationale, mais pour être garant de l'unité nationale, il aurait dû attendre déjà un peu quelques jours pour s'exprimer, c'est-à-dire éventuellement rentrer dans les délais de la cérémonie d'ouverture qui se tient vendredi. Donc peut-être une prise de parole. Là. Comment? Il parle trop tôt, c'est ça que vous voulez dire? Déjà, d'une part, il parle trop tôt de mon point de vue. C'est-à-dire que si il veut vraiment être dans cette période de trêve olympique, il s'exprime au dernier moment, avant la cérémonie d'ouverture des JO. Donc que va-t-il nous dire ce soir? Personne n'en sait rien. Néanmoins, au-delà de parler de trêve, déjà, à sa place, je parlerai de concorde. C'est-à-dire que la démocratie va poursuivre son activité. Enfin, que les politiques s'expriment ces prochains jours, ils en sont légitimes. D'autant qu'on est dans une situation inédite, c'est-à-dire avec un gouvernement démissionnaire. Or, les précédents de ces gouvernements démissionnaires sous la Ve République étaient dans un délai maximal de 9 jours. Là, à la fin des Jeux Olympiques, on sera dans un délai d'un mois. J'appelle plus ça un gouvernement démissionnaire, d'autant que ce gouvernement démissionnaire prend des décisions à travers la signature de décrets, à travers des actions potentiellement de maintien de l'ordre, et que dans ce cadre-là, on n'est déjà plus dans un gouvernement démissionnaire. Alors, vous allez voir, vous allez entendre plutôt. Je vous propose, parce que ça s'inscrit un peu dans les propos que vous venez de tenir, Baptiste Fournier, ce matin, chez Benjamin Glaise, sur Sud Radio, dans la matinale, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et membre du bureau national, du Rassemblement national, quelqu'un qui pèse, c'est un des lieutenants de Marine Le Pen, donc sur Sud Radio, évoquait la situation politique que provoque finalement l'attitude du président de la République à ses yeux et la gestion de l'Assemblée. Écoutez bien Jacques, écoutez bien messieurs, vous allez réagir à ce que dit Jean-Philippe Tanguy à propos de l'attitude du président de la République. Des députés comme Monsieur Turquois, dont on n'a jamais entendu parler à part cet incident, ne survivent que parce qu'ils font des pactes entre insoumis, amis de Monsieur Wauquiez, macronistes, bref, un espèce de nouveau parti unique. Vous savez d'ailleurs, moi j'ai surnommé ce groupe, puisqu'ils se sont appelés Ensemble pour la République, Ensemble pour la République bananière. Ensemble pour il faut savoir le parti unique, c'est-à-dire qu'un coup le Front populaire c'est horrible, c'est trop différent, c'est en dehors de la République pour Monsieur Tanguy, et le lendemain c'est le parti unique. Enfin, personne ne pense que Macron et Mélenchon c'est le parti unique. Il faut arrêter de dire des bêtises. Moi, pour revenir au sujet, on est dans le sujet parce que la République bananière. Ce que dit Monsieur Tanguy est rarement au cœur des sujets qu'il aborde. Il y a quelque chose qui moi m'a particulièrement choqué, qui a été peu relevé, c'est ce qui a été dit lundi à la terrasse de l'Élysée par le président, donc c'est des confrères à vous qui le rapportent. Les gens m'en veulent, il l'aurait dit, les gens m'en veulent, la dissolution n'est pas comprise. Moi je pense que la seule personne qui n'a pas compris quoi que ce soit, c'est lui. Vraiment. Il est complètement d'accord avec Jacques là-dessus. Il est complètement coupé de la réalité. Il faut qu'il démissionne, vous aussi vous dites il faut qu'il démissionne. Il nous prend, nous, dans notre globalité, avec nos tendances, il nous prend pour une masse sauvage et inculte. C'est pas la première fois qu'il explique qu'on comprend rien. Et vous le noterez, c'est documenté et je pense que c'est frais dans la mémoire de tout le monde. Pour l'instant, c'est pas public. En tout cas, ce qui est une chose qui est sûre, c'est que c'est la première fois sous la Ve République qu'un président, 2 fois de suite, est minoritaire à l'Assemblée nationale. C'est jamais arrivé. C'est le pire président de la Ve République sur ce côté-là. Donc moi, si j'attends une chose, vous nous demandez qu'est-ce que vous attendez ce soir. Ben moi, la seule chose que j'attends, effectivement, c'est qu'il annonce qu'il parte. C'est inéluctable. Pourquoi il nous affiche sa longue agonie politique ? Moi, je pense que si jamais il a du mal vraiment à comprendre, qu'il organise un référendum, le peuple français sera très heureux de lui montrer la sortie. Et il vaut mieux qu'il parte. Parce vous êtes sûr de gagner ce référendum? Moi, j'en suis certain. Et moi, je pense qu'il y a un truc qu'il doit comprendre. Je veux terminer sur ça. Il vaut mieux qu'il parte. Parce qu'en France, les gens dans les palais
qui regardent le peuple, qui disent qu'ils ne comprennent rien et qui trahissent leurs paroles, très souvent le peuple, il le rappelle à l'ordre, et c'est ça la grandeur du peuple français. Baptiste Fournier. En effet, il vient de perdre 2 élections coup sur coup, dont une qu'il a convoquée lui-même dans un moment où il crée les conditions de l'instabilité. Absolument. Que le scénario de son départ est un scénario qui pourrait tenir la corde par rapport entre guillemets à une geste gaullienne. Néanmoins, j'attire aussi l'attention sur les responsables politiques de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui sont incapables de trouver des voies et moyens pour essayer de gouverner. D'ailleurs, c'est le paradoxe. J'entends Mathilde Panot, j'entends aussi des responsables socialistes qui en appellent à Emmanuel Macron pour nommer un ou une première ministre sans qu'ils soient eux-mêmes capables d'en proposer. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui a toujours une forme de mépris aussi des responsables et des élus politiques, faut le dire, depuis d'ailleurs la création d'En Marche en 2017, a aussi, et les politiques n'ont pas saisi quelque chose. Et là, vraiment, l'ensemble des bancs. C'est-à-dire que les ferments de 2017 étaient aussi le dépassement et la création de conditions de coalition. Le sondage que vous citiez tout à l'heure, Thierry, est intéressant. Pourquoi ? Parce que pendant les élections législatives, 62% des électeurs étaient déjà favorables à des formes de coalition. Oui. Aujourd'hui, on est monté à 82%. Je pense pas que ce soit le même institut, mais d'un institut à l'autre, on peut considérer qu'il y aurait une augmentation de 20 points face à l'inanité des politiques à réussir à s'entendre. Odoxa demande pour que 82%. Oui, non, ce que je vous dis, c'est qu'il y avait, il y a 3 semaines, c'était 62%. Et là, c'est dû à la situation. Mais c'est pas dû qu'à la situation. Ça fait depuis 2017. Qu'il y a la notion de dépassement et de coalition qui est aussi demandée par une majorité française et de Français. Ils sont incapables de s'entendre parce qu'on a affaire aussi, il faut le dire, à des boutiquiers à l'Assemblée nationale. À l'inverse du général, et c'est là où tout le paradoxe institutionnel est réel, c'est que d'un côté, on a un président de la République qui ne prend pas ses responsabilités, et de l'autre, on a des responsables politiques, et notamment des chefs de parti, qui ne les prennent pas non plus. Donc, tout le monde se rejette la faute, et on est dans un chaos institutionnel. Alors, les boutiquiers, vos réactions dans un instant, mais d'abord la pub. Non, Jacques, oui, j'ai bien vu, vous me faites signe, je vous promets, je vous repasse la parole, et on reparlera des boutiquiers, et puis, je vais vous faire réagir à François Ruffin, quand même, parce que Ruffin dit la nullité de la gauche. C'est pas un homme de droite, c'est à tout de suite, c'est un éléphie. Oui, Rani, c'est un éléphie, comme vous. Il l'a été, en tout cas, après avoir été purgé, ou avant d'avoir été purgé. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, et me faites pas la tête comme si je disais des bêtises. À tout de suite, mettez-vous d'accord. C'est parti. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Et 10h-13h, Thierry Guerrier. Je sais pas s'il est toujours l'heure de se mettre d'accord. On va voir s'ils se mettent d'accord après avoir critiqué tous les 4, finalement, les parlementaires, la nouvelle Assemblée, cette incapacité à se mettre d'accord, à trouver une coalition. Vous nous avez dit un peu, je vais vite en substance les uns et les autres, que au fond, peut-être pas tous, pas Rani Slimane, mais que finalement il fallait, ni Jacques Millard peut-être, qu'il fallait accepter cette nouvelle culture politique en France qui s'installe du souhait d'une coalition, d'une capacité à discuter, et vous avez fustigé le fait qu'ils se mettent pas d'accord. C'est un peu ce qui sort de ce sondage Odoxa publié par le Figaro aujourd'hui, où 82% des Français disent mais qu'ils se mettent d'accord, ils n'y arrivent pas, et on est groggy. Baptiste Fournier, vous nous disiez à l'instant, boutiquier. Alors je reviens, après avoir parlé de la droite, à la gauche, boutiquier à gauche aussi. Il n'y a toujours pas de nom sorti de la part du nouveau Front Populaire, un nom à proposer à Emmanuel Macron. Et même si Emmanuel Bompard hier nous a dit qui m'appelle, je lui donnerai un nom, on a bien compris qu'il n'y en a pas. Ils se sont pas mis d'accord, c'est ça la réalité. Donc les boutiquiers, ils sont partout, ils sont pas qu'à droite. Baptiste Fournier. Ah oui, mais je ne visais pas spécialement la droite, bien au contraire. On a un cartel électoral à gauche qui n'a eu que 72 heures pour s'entendre, avec des cultures politiques différentes, 4 présidents de parti qui n'ont jamais dirigé un exécutif, une incapacité chronique à se mettre d'accord et à s'entendre sur un nom. Je veux dire, voilà, ça donne une forme donc de fiasco. Ils en appellent Non, mais le paradoxe, c'est qu'ils en appellent à Emmanuel Macron. Vous les excuser, là. Ils appellent... Non, pas du tout. Ah non, tout le contraire. Non, justement, je parle de cartel électoral et politique, où il y a une différence de culture fondamentale, et donc, je pense que ça n'aboutira à rien. Pour en arriver, alors qu'Emmanuel Macron était mort politiquement, à en appeler à Emmanuel Macron pour qu'il les appelle, sans même qu'il propose un nom,
La séquence est pathétique. Bah, René Slimane, franchement, il n'est pas crédible, Manuel Bompard, votre copain, quand il dit hier, mais si qui m'appelle Macron, je vais lui donner un nom. Enfin, on sait bien qu'il n'y en a pas de nom sur lequel vous êtes. Personne n'est d'accord là-dessus au nouveau Front Populaire. C'est tellement distrayant. C'est tellement distrayant d'écouter. Je parle pas spécialement ici. Non, mais vous me répondez pas. Hein, si, je vais vous répondre. Avez un nom à nous proposer ce matin ? Monsieur Guéry, je vais vous répondre, croyez-moi. Je trouve que c'est très distrayant de voir sur les chaînes de télé d'infos en continu, d'entendre les éditorialistes qui d'ailleurs très souvent pensent tous la même chose, qui pendant 7 ans ont expliqué qu'Emmanuel Macron était exceptionnel, que c'était super. Tout d'un coup, demander absolument que la gauche produise un gouvernement. C'est elle qui prétend se mettre d'accord. C'est incroyable. La vérité. Mais si elle prétendait pas, on poserait pas la question. C'est qu'on a cassé le fonctionnement habituel, et c'est les Français qui l'ont décidé. Ils ont décidé de casser le fonctionnement habituel de la 5e République avec une chambre qui n'est pas majoritaire. Et à un tel point où ce n'est jamais arrivé. Donc il faut se mettre d'accord. De fait, il y a des nouvelles pratiques qu'il faut avoir. Mais avant de se mettre d'accord et de demander des dépassements de coalition, il faut déjà que les coalitions en elles-mêmes prennent du temps. Dans les autres pays, moi c'est incroyable, je ne comprends pas. Dans les autres pays qui ont une culture parlementaire, prendre le temps de trouver le nom de quelqu'un, un programme, alors que le Front Populaire a un programme. Dans d'autres pays, des fois, ils font des coalitions sur le fait et ils créent le programme pendant la négociation. Et nous, on est choqués, là, que ça met du temps. C'est tout à fait normal. Mais surtout, c'est parce que vous-même, vous nous dites tous les jours, mais ça y est, on se met d'accord. On découvre le parlementarisme. Pourquoi ? On a été drogué à la monarchie républicaine avec quelqu'un qui décide de tout depuis, et c'est ça la 5e République. Voilà, c'est comme ça. Alors pourquoi Laurence Tubiana, par exemple, vous l'avez rejeté ? Pourquoi vous avez rejeté Laurence Tubiana ? Et pourquoi ils ont rejeté Madame Bello ? Parce que on va pointer quelque chose qui est important. Dans la coalition de gauche, Bello, présidente de la Réunion. Le problème, pour moi, le problème dans cette coalition de gauche, c'est que tout l'ensemble de la gauche est OK pour trouver une solution. Ils sont pas d'accord sur les noms, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais il y a une partie de la coalition, l'aile droite du Parti Socialiste, qui, tout à l'heure monsieur Millard parlait de balle des faux culs, là quand même on a la prime des faux culs qui est la droite du Parti Socialiste. Ils étaient contre la NUPES, puis, et je parle par exemple du maire de chez moi, monsieur Delafosse, madame Delga, madame Hidalgo, monsieur Le Foll, ils ont fini par venir à Canossa. Qui ont tous signé le Front Populaire pour gratter des circonscriptions. Nous, chez nous, on nous a remis une ancienne hollandaise qui a tout voté sur la 3e circonscription de l'Hérault. Et qui dit moi je veux le Front Populaire, le jour où elle est élue, elle commence à dire ben non, il faut s'entendre avec les macronistes Baptiste Fournier a raison, ces deux cultures vous entendrez jamais. Le problème c'est pas une question de culture. Non, mais là je suis d'accord le fait qu'il y a des cultures différentes entre les Verts, les partis communistes. Vous n'arriverez jamais à vous entendre quand on vous écoute. Ça arrivé plein de fois dans l'histoire que cette gauche qui s'est très déchirée s'est entendue. On va pas faire croire que c'est jamais arrivé. Par contre, il y a une partie de ce cartel de gauche qui est l'aile droite du Parti Socialiste qui met la pression à Olivier Faure pour casser cette alliance, non pas élargir, mais casser l'alliance. Donc moi, je pense que ces gens-là, c'est eux qui font que actuellement, on n'a toujours pas le nom d'un Premier ministre de gauche. Frédéric Fougera. Il y a beaucoup de choses là, parce qu'on est effectivement sur ce cartel électoral qui est une alliance tactique, en réalité pas du tout une alliance politique. LFI s'est construit quand même sur la détestation du Parti Socialiste. Alors aujourd'hui, on y voit des ailes droites, ailes gauches, je sais pas combien d'ailes, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui les rassemble. François Ruffin lui-même, qui vient quand même pas du Parti Socialiste, mais de LFI, qui le dit, nullité. Il n'y a pas grand-chose qui en réalité les rassemble, si ce n'est de garantir quelques sièges à l'Assemblée nationale. Mais après, pour en faire quoi ? Mais bon, là c'est leur problème. C'est leur problème de boutique. J'ai bien aimé que Baptiste utilise le terme de boutiquier parce que je l'utilise très souvent. Si vous me permettez, je voulais juste revenir sur 2-3 points qui étaient liés à la question d'origine. Allez-y. C'est pas pour le président. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce soir ? Qu'est-ce que vous attendez ? Sur ce que doit dire le président ce soir. Moi, j'attendrais qu'il nomme un Premier ministre, mais je pense pas qu'il le fera ce soir. Et ça ne me paraîtrait pas être. Ça ne me paraîtrait pas être le bon agenda. Mais effectivement, ça serait un coup. Moi, je ne comprends pas qu'il intervienne ce soir à quelques heures de l'inauguration des Jeux Olympiques. Je pense qu'il va abîmer son image. Donc, je pense qu'elle n'est pas dans un état où il soit nécessaire de l'abîmer davantage. Pourquoi ? Parce qu'il va hystériser le débat. Et on va avoir des multiples réactions. Alors qu'il appelle à une trêve et finalement, il participe à faire exactement le contraire. Alors, mais là, il parlerait c'est dans sa stratégie d'occuper beaucoup le terrain. C'est la fonction présidentielle. Il parle des jeux. Oui, non, mais la fonction présidentielle justifie pas tout et n'explique pas qu'on intervienne
n'importe quand pour dire n'importe quoi. Là, je lui prête des intentions. Là, je retire ce que je viens de dire. Mais voilà, il a une prise de parole mondiale qui va être, je déclare ouverte la énième cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est ça, sa prise de parole attendue cette semaine. C'est l'image de la France et de la France dans le monde. Et qui viennent faire une interview sur un plateau. Donc vous dites, comme la France est divisée, il ne devrait pas au moins venir sur le terrain politique, quoi. Il devrait rester dans la fonction présidentielle vendredi, c'est tout. Moi, je vais essayer d'être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Je suis pour la trêve. Donc la trêve, il faut qu'il se l'applique à lui-même, qu'il reste dans son jeu de président de la République et pas de chef de parti. Et je voulais juste revenir sur deux points, si vous me le permettez. On a évoqué un supposé manque de légitimité du gouvernement. Non, je suis désolé, le gouvernement, il est complètement légitime à agir. Il agit dans un cadre très strict qui est celui des affaires courantes. Et c'est absolument encadré et il agit dans ce cadre-là. Et dans rien d'une certaine limite. Et deuxième point, un gouvernement démissionnaire, ça a déjà été évoqué, ne peut l'être que un mois. Donc, au terme de ce mois, il va y avoir un vrai sujet. Est-ce que c'est le deuxième ou troisième membre du gouvernement qui va devenir Premier ministre par intérim en accumulant les responsabilités, les compétences des portefeuilles des 17 ministres élus? Là, le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, que le gouvernement dirige les affaires courantes tel que c'est prévu, tel que c'est encadré et limité, et notamment en matière de sécurité. Il n'y a aucun problème de légitimité, et c'est heureusement pour la France. Baptiste Fournier et Jacques Millard. Baptiste. Il y a un sujet de continuité de l'État. Juste un petit désaccord avec Frédéric. Il n'y a pas aujourd'hui d'encadrement légal sur la durée. C'est-à-dire à partir du moment où le Premier ministre actuel et ses collègues droit coutumier. C'est-à-dire que non, j'ai parlé d'encadrement de ce que sont les affaires courantes. Non, mais vous parliez d'un mois. Il n'y a pas de un mois, il n'y a pas de délai en fait. Ça, c'est l'usage républicain. C'est l'usage républicain, c'est un droit coutumier. Gabriel Attal et les ministres vont devoir quitter le gouvernement pour siéger à l'Assemblée complètement. Et ils ont un mois pour ça. Je reprends. Il y a une note manuscrite qui est extraordinaire, archivée, du général de Gaulle, au moment de l'écriture et de la rédaction de la Constitution de 58, qui précise, vraiment, manuscrite, c'est-à-dire de sa main, que les députés ne peuvent pas être ministres et inversement. Ce qui est de la tradition depuis la Révolution. Le gouvernement démissionnaire permet une forme de continuité de l'État, en effet, dans des moments de crise, d'instabilité politique et institutionnelle. Séparation de l'exécutif et du législatif. Depuis la Révolution, c'est un principe acté. Le sujet, c'est que la seule fois, il y a eu quelques cas sous la 5e, mais le cas le plus long avait été un gouvernement démissionnaire de 9 jours. Encore une fois, que ce gouvernement démissionnaire, en l'état, puisse agir étant donné les circonstances des Jeux Olympiques jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Là, on dira rien. Tout le monde trouvera ça normal, c'est ça que vous le dites. On ne dira rien. Par contre, peut-être, et là, Frédéric m'a un peu inspiré, est-ce que Emmanuel Macron ne va pas annoncer un agenda ce soir, et notamment appeler le Parlement à siéger dès le lendemain de la clôture des Jeux Olympiques, avant les Paralympiques, puisque les Jeux Olympiques se clôturent le 12 août, et les Paralympiques démarrent le 28 août. Est-ce que à ce moment-là, il ne va pas annoncer justement qu'il proposera à une personnalité de former un gouvernement, et que l'Assemblée nationale puisse siéger dans cette période, sachant qu'il y a un cas de figure institutionnel qui est un peu technique, mais je termine là-dessus. Ceux qui nous écoutent, ils voient bien que c'est important. Vu qu'on sera dans un délai exceptionnel de gouvernement démissionnaire qui aura quand même pris des décisions. Ce ne sera pas que des affaires courantes. On le voit déjà là dans la signature de certains décrets, dans certaines prises de position politiques. Je leur en veux pas, encore une fois. Mais vous les voulez nous dire circonstances quoi, sont particulières. Vous voulez nous dire quoi? Non, mais on pourrait très bien imaginer un cas de figure qui pourrait interroger le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, on ne peut pas faire de référé. Mais est-ce qu'une motion de censure aujourd'hui contre un gouvernement qui serait resté là plus d'un mois pourrait tenir la route alors qu'il est démissionnaire en affaires courantes? Vous êtes d'accord avec Frédéric pour dire qu'on est... Ah bah oui. Jacques Millard, attendez, on laisse parler le doyen d'entre nous. Messieurs, s'il vous plaît. Non, Jacques Millard, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole. Il a été député en plus, donc c'est intéressant d'avoir votre avis, Jacques. Moi, je voudrais dire, la réforme qui a permis à des députés, à des ministres qui perdaient leur membre du gouvernement, qui puissent revenir au bout d'un certain temps comme député, c'est une faute qui a été voulue par Sarkozy, et j'ai voté contre. Parce que ça trahissait l'esprit de la 5e, c'est ça? C'est la 4e, un instant. Ça, c'est la 4e, je dirais, instabilité permanente. Premier point. Deuxièmement, il est clair qu'il appartenait, et il appartient toujours au président de la République,
nommer un Premier ministre et de lui faire confiance, et on verra ce qui se passe derrière. Donc aujourd'hui, le président de la République est en faute déjà par rapport à ses propres pouvoirs. Il a trop attendu, c'est évident. Ensuite, bien évidemment, il peut nommer qui il veut, une personnalité, je dirais, de la société civile, etc. Mais il faut jamais oublier qu'on est dans une phase où il va falloir préparer le budget. Et c'est là où ça va devenir sacrément difficile, parce que les lettres de cadrage, normalement, elles partent maintenant. Ouais. Elles partent maintenant à l'ensemble des ministères. Et l'administration ne peut pas les envoyer alors qu'elle n'a pas été cadrée par voilà. les ministres. Et donc, il y a un problème réel, et c'est la raison pour laquelle je crains que cela se finisse mal, parce que on a inéluctablement une crise de régime, et il faut sortir par le haut. Ouais, alors donc on voilà verra. où on en est aujourd'hui. On verra si vous vous êtes mis d'accord, mais enfin moi ce que je comprends des trois interventions, c'est-à-dire Frédéric Fougera, Baptiste Fournier et Jacques Millard, c'est qu'au fond vous dites tous les trois, au-delà d'un certain délai, on n'a jamais vu ça d'abord dans la Ve République, un gouvernement d'affaires courantes au bout de 9 jours, donc au-delà d'un certain délai, ça va plus le faire du tout. C'est ça que vous nous avez dit tous les trois. Vous êtes assez d'accord là-dessus? Eh ben c'est déjà ça, ils se sont mis d'accord, c'est sur Sud Radio, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On discute beaucoup hors antenne, il faut vous le dire, parce que c'est la tragicomédie à gauche, par exemple. Ils essayent de trouver des solutions. Alors, c'est qui? Ce sont nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord, parce que vraiment, je l'ai essayé de le souligner à l'instant dans les discussions qu'on venait d'avoir, vous l'avez entendu. Finalement, ils sont assez d'accord, Jacques Millard et nos autres débatteurs, sur l'idée qu'on va peut-être vers un blocage institutionnel de plus en plus, avec un gouvernement chargé des affaires courantes, mais qui, ça ne s'est jamais vu dans la 5e, dans notre histoire récente, politique, à aller au-delà de 9 jours, quoi. Et là, ce sera peut-être même à la sortie des JO. Rani Slimane est avec nous, Frédéric Fougera, Jacques Millard et Baptiste Fournier. Alors, je reviens à cette tragique comédie à gauche. J'emploie ces termes volontairement parce que c'était un peu l'éditorial du journal L'Opinion, ce matin, qui écrivait ça. Grand quotidien de gauche. Non, en l'occurrence, il est libéral, et alors, où est le sujet? Ils n'ont pas le droit d'être cités ici? Non, Rani Slimane, vous avez des réflexes, vous avez des réflexes. Biaisé, mais c'est pourquoi le sujet. Si je livre ma source et je rebondis sur une opinion qui est celle de l'opinion. Voilà, journal de Nicolas Bétou, qui est plutôt libéral, il est pro-entreprise, voilà, ouais. Et il est plutôt à droite, pas mal en effet. Bon, et il parle de tragicomédie à propos de la gauche. La réalité, c'est que Laurence Tubiana, elle a fini par rejeter l'éponge. Elle a dit ok, ça va, j'ai compris. Bon, et puis alors là, il y a des noms qui sortent. Benoît Hamon qui a fait 6% pour le Parti Socialiste. J'ai oublié lui, parce qu'il y a eu une Hidalgo qui a fait un peu plus de 1 après. C'est ça. Benoît Hamon, par exemple, aujourd'hui. Et puis Cécile Duflot, ancienne ministre Europe Écologie Les Verts du logement, par exemple. Ça vous paraît crédible? Enfin, tout ça, c'est quand même incroyable. Tragicomédie, pardon. Moi, j'assume ce terme. J'ai la même opinion que l'opinion, Rani. Vous avez le droit. Tragicomédie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est excessif. On est dans une phase où la mécanique de la Ve République est déréglée, qu'il y a un moment dans un cadre où vous avez clairement une Assemblée nationale qui est fragmentée, que le Front populaire prenne du temps pour sortir un nom. Moi, ça ne me choque pas, je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit cette semaine, et je le dirai probablement la semaine prochaine, même si je ne serai pas là. Mais pourquoi pas? Vous êtes le bienvenu. Je sais bien, mais moi je serai en vacances. mais par contre, la chose qui est claire pour moi, parce que on joue un peu à qui est-ce pour savoir qui serait le Premier ministre. Moi, je pense qu'effectivement, les noms que vous venez de citer, je suis pas certain que c'est fait Flores dans le cadre des 4 partis. C'est pas des noms comme Madame Tubiana ou Madame Bello qui, pour le coup, étaient proches d'un consensus. Ces gens-là, je pense, sans leur manquer de respect, ils ont pas la même portée. Ouais, moi, je reviens politique. Et donc, du coup, Mais vous permettez une objection quand même, Rani? Oui. Vous venez de nous dire, deuxième fois, vous avez utilisé l'argument, parce que j'y suis revenu, je vous l'accorde. Vous venez de nous dire, mais il faut apprendre à vivre avec le nouvel esprit, la nouvelle culture, qui est celle de se mettre d'accord, et c'est long. Sauf que ce serait crédible si, en fait,
on ne savait pas qu'il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion sérieuse actuellement entre les patrons des différents pôles du nouveau Front populaire. Ça a été rapporté. Ils ont, dans la presse, ils essayent, mais... non, mais vous dites, il n'y a pas de discussion. Il y a des discussions. C'est pas parce qu'elles avancent moins vite qu'au début qu'elles avancent plus du tout. Elles avancent plus du tout. Mais vous venez de dire qu'il n'y a pas de discussion. Il y a des discussions. Moi, ce que je pense, pour répondre à votre question, sur la question du profil, je pense que la personne, et ça a été un faux démarrage à cause, et je l'ai dit tout à l'heure, de la droite du Parti Socialiste, quelqu'un qui avait quand même coché toutes les cases, c'est la vérité, qui avait coché toutes les cases, et même au sein du Parti Socialiste, et Madame Bello. Moi, je pense, et vous me demandez mon opinion, je vous la donne, ça me fait rire. On vous écoute, mais ça fait sourire Baptiste Fournier, qui est un de vos camarades, a une nuance un peu plus... Oui, je pense qu'il pense à quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense effectivement que Madame Bello, c'est la personne qui coche toutes les cases pour représenter le Front populaire. Je parle du Front populaire. Très progressiste sur le mariage pour tous. Qui a été la très première... pro-vaccin sur les sciences. Qui a été la première personne à La Réunion à célébrer un mariage homosexuel, il me semble. Donc, je connais beaucoup d'élus de droite qui ont fait pareil. Comme quoi, les gens ils bougent, c'est bien. Et comme Sophia Chikirou. Il y a un moment, vous me disiez tout à l'heure que les gens, c'est pas bien, ils sont boutiqués, et dès qu'ils bougent, on dit, vous savez, ils ont changé d'avis. Il faut être cohérent. Donc moi, je pense que c'est la bonne personne. Elle n'a pas changé d'avis. Elle l'a fait pour respecter la loi. Elle l'a pas changé d'avis. Elle est toujours hostile. Non, elle l'a dit. Je ne suis pas dans le cœur et les âmes de mes frères et sœurs humains. Mais une chose est sûre, c'est que il faut une personne. Cette personne était proche. On était proche d'arriver d'un consensus. Et moi, j'appelle de tous mes vœux que sa candidature, qu'elle revienne, parce qu'elle a dit que finalement elle jetait l'éponge, qu'elle revienne sur sa décision, et que le Front populaire s'accorde sur ce nom. Vous voyez, il y a un nom qui émerge. C'est nous qui allons faire le gouvernement. Allons-y. Non, mais on l'a dit. Je plaisante. Ce serait pas si grave que la galéjade serait. Oui, Jacques. Allez-y, Jacques. Jacques Millard. Oui, je voudrais juste dire une chose. C'est au président de la République d'agir et de tenir compte de la réalité à la fois de l'Assemblée ou d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Et ça, il faillit à sa mission, il faillit à ses responsabilités. Ensuite, on verra comment ça évolue. Vous voulez dire qu'il peut pas laisser le bouillon de culture de l'Assemblée fonctionner tout seul? C'est à lui d'appeler quelqu'un. Il est évident, et ça vient d'être dit, que le bouillon de culture va continuer. En revanche, le président de la République dit, moi, je vous présente telle personne qui va constituer un gouvernement. Est-ce que ce sera un gouvernement de coalition ou pas? Il faut bannir cette histoire de coalition et de consensus. Le gaulliste que vous êtes. C'est du salmigondis à l'allemande. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y, Jacques, allez-y. Rapide. Allez-y, vous avez deux membres du SPD, des sociodémocrates, qui se rencontrent dans la rue et qui dit Guten Tag, Genosse, c'est-à-dire salut camarade. Ouais. Vous avez deux mecs de la CDU qui se rencontrent et qui disent bonjour mein Herr, monsieur. Ouais. Et vous avez deux types du FDP et des partis charnières qui se rencontrent et ils disent bonjour monsieur le ministre. C'est qu'on voit très bien que tous ces partis charnières, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc arrêtez de parler de consensus, c'est du salmigondis pour les chats. Ouais, mais Jacques... En revanche, si le président de la République nomme quelqu'un, monte un gouvernement et cette personne, et on verra comment ça se passe ensuite à l'Assemblée. Mais c'est ça le bon processus. Mais ça, c'est Jacques, pardon, je vous fais l'objection. Ça, c'est le processus avec la culture politique qui est la vôtre, grande, d'un gaulliste, si j'ose dire, vision de la cinquième à l'ancienne. Mais est-ce que ça n'a pas évolué? C'est sa responsabilité. C'est la responsabilité du président de la République. La question que je vous pose, c'est est-ce que votre lecture... De la même manière qu'il est le chef des armées, il doit prendre une initiative et une décision. Est-ce que votre lecture... Il se vautre dans la non-décision. Est-ce que votre lecture gaulienne des institutions n'est pas un peu dépassée au regard de ce qui se passe? Pas du tout. C'est tout simplement qu'on a affaire à du salmigondis pour les chats. Frédéric avec un président de la République qui n'est pas à la hauteur. Il y a longtemps qu'on le sait. Frédéric vous répond et Baptiste Fournier. Je partage un des points de vue de Jacques, qui est que c'est la responsabilité du président de la République, une de ses prérogatives de nommer le Premier ministre. Vous êtes d'accord tous les quatre. Et de ne pas attendre qu'on vienne lui proposer. Et donc c'est à lui d'agir, on est bien d'accord. Je suis moins d'accord avec Jacques sur le fait qu'il faut bannir toute coalition ou tout consensus dans une Assemblée nationale qui est divisée en
3, donc de toute façon, soit on n'a pas envie qu'elle fonctionne, alors ok, on bannit ça, mais si on a envie qu'elle fonctionne, et je pense que les Français ont plutôt envie que le pays fonctionne, on ne peut pas bannir cela. Mais je pense que la question primordiale n'est pas nécessairement celle de nommer un Premier ministre, parce qu'une fois qu'on a nommé un Premier ministre, on n'a pas forcément fait grand-chose. Derrière, il y a un gouvernement à nommer. Ça va être sacrément complexe, avec la représentativité du poids des uns des autres. Est-ce que je tiens compte de la représentativité de la dernière élection présidentielle? Est-ce que je tiens compte de celle des européennes? Est-ce que je tiens compte de celle des législatives? Après, il faut que le gouvernement il fonctionne. Alors, est-ce que tout ce gouvernement, est-ce qu'un gouvernement, quel gouvernement pourra fonctionner? Et ensuite, il faut surtout qu'il soit soutenu par le Parlement, pas Donc seulement, vous dites qu'il faudrait une coalition par l'Assemblée nationale. Il faut tenir compte du Sénat. Il va falloir tenir compte de l'Assemblée nationale. Donc, la seule nomination du Premier ministre, c'est pas forcément l'essentiel. C'est une étape indispensable, mais ça va pas tout faire. Ouais. Baptiste Fournier. Bon, tout a été dit, mais il y a aussi, alors au-delà, si on essaie de compléter ce que viennent de dire Jacques et Frédéric, il y a aussi, entre guillemets, la feuille de route. Et pourquoi faire? On serait dans une situation aussi un peu, entre guillemets, inédite, c'est-à-dire que ce serait un Premier ministre en CDD pour 1 an, avec potentiellement le couperet d'une nouvelle dissolution au mois de juin prochain. Dans ce cadre-là, comment il gouvernerait et avec qui il gouvernerait? C'est ce que dit Frédéric. Il faut quand même qu'on aille plus loin que la nomination. Il faut aussi qu'il y ait une coalition. Le président de la République charge une personnalité, d'où qu'elle vienne, de former un gouvernement. Cette personnalité, ensuite, a un délai. Là, pour le coup, il y a un délai, mais il n'y a pas de délai légal. C'est-à-dire que ça peut être 3 jours, comme ça peut être 2 semaines. Pendant ce temps imparti, le but, c'est d'établir une feuille de route avec laquelle il arrive à composer, et je suis d'accord aussi de ce point de vue-là avec Jacques, le but, c'est pas forcément de faire une coalition à l'allemande, mais c'est quels enseignements des élections européennes et des élections législatives. Et je pense qu'il y a des enseignements sur les retraites, sur la sécurité, sur éventuellement même potentiellement une réforme des institutions et une petite fièvre démocratique auquel on a assisté. La feuille de route, je pense qu'elle est rédigeable. On peut le faire. Maintenant, c'est encore une fois au président de la République de trouver la bonne personnalité, à cette bonne personnalité d'avoir la bonne feuille de route pour composer un gouvernement après à sa manière. Mais pour le moment, on n'a même pas franchi la première étape. Il va falloir la franchir à un moment ou à un autre. Dans ce Mettez-vous d'accord, on a tenté d'essayer encore ce matin de rassurer ou de faire plaisir finalement à tous les auditeurs français qui étaient leur vote, qui sont un peu désespérés. Et c'est ce que montre ce sondage. 82% des Français un peu aujourd'hui, soit en colère parce qu'on respecte pas leur vote du côté du RN, soit désespérés quand ils avaient vu une coalition à gauche peut-être donner un espoir d'arriver au pouvoir. Enfin, dans tous les cas, ça fait beaucoup de déçus. On a essayé ce matin de vous mettre d'accord. Un mot, une phrase, Baptiste Fournier? C'est assez simple. On a voté 3 fois en moins d'1 mois. C'est assez rare. Et alors? Il y a, sur ces 3 fois, le parti du président de la République qui est arrivé en 3e position. Bien sûr. Les Françaises et les Français ne voient pas de changement. Donc, ils en veulent. C'est ça qui les désespère. Jacques, vous avez comme doyen le droit d'une demi-phrase pour conclure cette matinale de Mettez-vous d'accord. Le combat continue. Ne jamais baisser les bras. La France se redressa, mais pas avec ses cloportes. Jacques Millard, donc, qui était avec nous. Merci à tous les 4 d'avoir été ce matin nos débatteurs dans Mettez-vous d'accord. Et on va parler des Jeux Olympiques dans un instant avec Joseph Ruiz pour les JO dans tous leurs états de 12h à 13h après le journal de midi dans quelques instants. Merci encore à nos débatteurs et à bientôt. Jacques Millard, Baptiste Fournier, Frédéric Fougera, Rani Slimane. Merci d'avoir été ce matin avec nous. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.